Cloquian et ensuite Alexei Pouchkov. Après, on viendra à Rosine tout à l'heure, on aura le temps de poser des questions. Vous aurez le temps. Monsieur Guéant. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de vous livrer quelques réflexions sur le thème qui nous rassemble, qui n'a été esquissé jusqu'ici, me semble-t-il, à savoir l'appréciation que nous pouvons porter sur l'éventualité d'un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, je voudrais vous faire deux remarques. La première, c'est de rappeler les objectifs d'une diplomatie. Une diplomatie, c'est bien sûr pour gagner en influence, c'est pour propager, diffuser un certain nombre d'idées, de convictions auxquelles on tient. Mais n'oublions pas que c'est d'abord un instrument pour diminuer les tensions, réduire les conflits, trouver des chemins nouveaux pour le développement. Une diplomatie ne peut jamais se satisfaire de laisser les tensions persister. La deuxième remarque que je voudrais formuler devant vous, c'est qu'il est difficile, objectivement difficile et même très difficile, de remettre en cause les idées reçues et les habitudes, que vous venez de le dire, madame, s'agissant des États-Unis. Le rideau de fer est tombé il y a maintenant presque 30 ans. Et pourtant, dans bien des pays, on fait comme s'il existait encore et comme si la Russie était un ennemi obligatoire. C'est évidemment vrai dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, qui, il est vrai, ont vécu sous la férule soviétique et n'ont pas gardé que de bons souvenirs de cette période. C'est vrai dans certains pays et dans certaines opinions de l'Union européenne. Et puis, c'est tout à fait exact aussi aux États-Unis. On voit bien que lorsque M. Trump, candidat à la candidature, candidat puis président, évoque l'idée qu'après tout, on pourrait avoir de meilleures relations avec la Russie, immédiatement, il y a une catégorie de la population qui s'élève contre cette éventualité. Une catégorie de la population qui s'élève contre cette éventualité parce qu'elle a l'habitude, et puis une autre catégorie que j'appellerais le milieu intellectuel et même politique très informé, qui, pour des raisons que nous pouvons avoir à l'esprit, dont il serait trop long de parler, pense que la Russie doit être considérée encore et être désignée comme un ennemi. Or, lorsque M. Trump évoque l'éventualité que les États-Unis s'entendent mieux avec la Russie, qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce propos? Qui peut croire honnêtement, qui peut croire sincèrement que la Russie nourrit des idées belliqueuses à l'égard des États-Unis? Et pourquoi y a-t-il tant de gens qui cependant le pensent? Pour ce qui est de la France, je dis tout net, nous avons clairement intérêt à un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, et cela pour bien des raisons qui sont toutes déterminantes les unes que les autres. La première raison, c'est que les deux pays, les États-Unis et la Russie, sont nos amis. Et nous n'avons aucune raison de choisir entre eux, de nous brouiller avec l'un pour faire plaisir avec l'autre. Avec les États-Unis, c'est à peine besoin d'expliquer pourquoi. Nous avons une histoire commune de plusieurs siècles et jamais un Français ne pourra oublier que de jeunes Américains, à plusieurs reprises, sont venus mourir en Europe pour sauver notre liberté. Avec la Russie, nous avons aussi des liens extrêmement anciens, qui ont duré des siècles. Je dirais que ce sont des liens qui sont d'abord culturels, des liens de civilisation. Les Français se nourrissent de poésie, de littérature, de musique russe. Et les Russes se nourrissent aussi de tous les trésors de la culture française. Nous avons, bref, une sensibilité commune. Et n'oublions pas un détail dans nos relations, si on peut appeler ça un détail, c'est que les Russes sont nos voisins. Et qu'entre voisins, les liens humains et économiques sont naturels et doivent naturellement prospérer. Je dois dire que cela m'a fait vraiment mal au cœur de constater ces dernières années à quel point nos paysans bretons étaient plongés dans la misère parce que du fait de l'embargo, ils ne pouvaient plus vendre de porc en Russie. Ça me fait mal au cœur, et ça me fait mal au cœur encore, parce que la crise du porc est largement surmontée pour d'autres raisons, de constater que les Russes, parce qu'ils étaient bien obligés de
s'approvisionner en fruits, en légumes, etc., et notamment en fruits, ont créé, avec l'Amérique du Sud en particulier, des canaux commerciaux qui sans doute seront définitifs à notre détriment à cause de cet embargo que beaucoup de gens ne comprennent pas, il faut bien le dire. La deuxième raison pour laquelle nous avons intérêt à rapprochement, c'est que l'Europe, et singulièrement la France, eh bien, nous avons été ravagés par la guerre, nous savons ce que c'est, et nous n'avons pas envie que des tensions inutiles, voire des tensions incompréhensibles, provoquent une escalade de menaces, des démonstrations de force militaire, avec tout ce que ces escalades peuvent comporter de risques. Nous savons bien qu'à proximité des frontières terrestres et maritimes de la Russie d'une part, d'autre part, les pays de l'OTAN, dont la France, déploient des moyens, se livrent à des manœuvres qui entraînent de part et d'autre la conviction qu'une menace existe et qu'il faut se préparer à y faire face. C'était extrêmement dangereux. Que se passerait-il si un avion d'un ou de l'autre côté était abattu au cours de ces intimidations auxquelles se livrent les forces aériennes? On a tous le souvenir qu'il y a quelques mois, en Syrie, un avion russe a été abattu par la chasse turque et qu'un très grand sang-froid a permis de régler le problème, de le considérer comme appartenant aux aléas et par conséquent de le classer parmi les choses du passé. Mais qui peut garantir que dans tous les cas, il y aura cette maîtrise? La troisième raison, c'est que nous avons les États-Unis, la Russie et l'Europe à affronter des défis qui justifient que nous soyons unis pour y faire face. Et comme d'autres avant moi, je veux bien entendu parler au premier chef des menaces que représentent l'État islamique, Al-Qaïda et tous les mouvements terroristes islamistes dans toutes les zones du monde, puisqu'on a tendance bien sûr à regarder d'abord au pied de sa porte, au pas de sa porte, mais on voit bien que l'Asie, par exemple, est très souvent agressée par le terrorisme islamiste, et nous avons tendance en France à oublier que ce péril est pour la Russie une menace tout à fait considérable. Mais comme ça n'est pas tout près de chez nous, on l'oublie. Tous nos pays ont été frappés, et il ne se passe pas de semaine sans qu'il y ait à nouveau un attentat en Europe pour limiter le champ d'examen à l'ensemble de l'Europe. Les mouvements terroristes renforcent leurs implantations et leurs activités en Afrique, et toutes les raisons qui font qu'il en est ainsi, nous le savons bien, ne vont pas s'éteindre demain. La lutte contre le terrorisme va nous retenir pendant des années et des années, peut-être des dizaines d'années. Et une dimension de la lutte contre le terrorisme est évidemment internationale. Seule une action coordonnée et même une action unitaire des grands pays peut lutter efficacement contre les mouvements qui sont à la naissance du terrorisme international. Les grandes puissances n'ont-elles pas pour premier devoir d'utiliser leurs moyens d'influence respectifs pour traiter cette question du terrorisme que de jouer à se faire peur aux frontières de la Russie? Les États-Unis ont des relations difficiles avec l'Iran, cela a été dit très clairement tout à l'heure, c'est un fait. Et Donald Trump, ça aussi c'est un fait, si on entend bien ses propos, madame, se méfie de l'Iran davantage que son prédécesseur ne le faisait. Il se trouve que la Russie a des relations meilleures avec l'Iran. Et il se trouve que les États-Unis ont en revanche des relations meilleures avec d'autres pays de cette région, comme l'Arabie saoudite. Pardon? On va pas refaire toute la géopolitique là. J'ai tendance à considérer que les États-Unis ont meilleures relations, excusez-moi de le dire, je n'engage que moi, avec l'Arabie saoudite que la Russie n'en a. Bon, voilà. Alors, la conclusion que je tire de ces deux affirmations, c'est qu'il y a évidemment place pour jouer la complémentarité. Voyons ce qui se passe. Tout n'est pas impossible. Ce qui se passe ces jours-ci en Syrie. On lit dans les journaux, il y a une certaine forme de coopération militaire qui est en train de se mettre en place, puisque
les Russes ont réussi à faire en sorte, par leur positionnement tactique, que les Kurdes puissent mener leurs tâches contre les troupes de l'État islamique, les Kurdes soutenus par les États-Unis. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que c'est très sensible pour les deux pays, et pourtant ils ont trouvé une solution pour coopérer. Autre sujet, pour nous comme pour tous les autres membres de l'Union européenne, la question migratoire est une préoccupation extrêmement forte. Nos pays, c'est ma conviction, c'est la conviction de beaucoup de personnes en Europe, ne peuvent absorber les flux qui résultent des guerres et des famines d'Afrique et du Moyen-Orient. Et les peuples supportent de moins en moins ces migrations extrêmement volumineuses. Il nous faut des politiques harmonisées pour maîtriser les migrations, réduire les conflits, aider au développement. Et là aussi, si tout le monde s'entendait, et notamment les grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis, c'est réglé. La quatrième raison, c'est que les crises du monde arabe ne trouveront de solution que dans une proximité réelle entre les États-Unis, la Russie et j'ajouterai l'Europe. Je ne veux pas dire par là que leur union rendra les choses faciles et que tout se réglera par enchantement. Je veux seulement dire que sans cette action en commun, rien ne sera possible. Or, tout le monde a intérêt à ce que le monde soit dans un état plus stable, que le monde soit davantage créateur d'un développement économique harmonieux. Les problèmes doivent être traités, bien sûr, d'abord entre les pays qui les vivent. Cela a été dit tout à l'heure d'ailleurs, je pense en particulier entre le dialogue nécessaire entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais les grandes puissances peuvent, à l'évidence, et toute l'histoire, y compris récente, le prouve, imposer et faciliter les discussions si elles agissent ensemble. Alors bien sûr, lorsque l'on a dit cela, il reste à savoir ce que l'on fait. Il ne suffit pas d'émettre des vœux. Je m'adresse aux anciens spécialistes des affaires étrangères ou actuels que vous êtes ici. Le premier impératif qui s'impose, selon moi, c'est d'abord celui de la volonté. Il faut savoir ce que les chefs d'État et de gouvernement veulent faire, quelles sont leurs priorités. Et il faut cette volonté parce que si elle n'existe pas, il n'y a pas moyen de créer les conditions d'une dynamique d'aboutir à la paix et à un meilleur développement. Cela devrait aller de soi, bien sûr, mais cela ne va pas de soi, comme nous pouvons le constater, pour des raisons que j'ai dites déjà tout à l'heure, à savoir par exemple la prévention des pays et même des peuples d'un certain nombre d'États, prévention qui sont difficiles à lever pour des responsables politiques, et d'autant plus d'ailleurs qu'ils peuvent éventuellement, en termes de politique intérieure, avoir intérêt à laisser prospérer, à laisser se développer ces préventions. Il faut du courage, il faut de la détermination pour un chef d'État ou gouvernement de changer les habitudes de pensée ou de comportement de son opinion et même de s'opposer à cette opinion. Mais toute la question est de savoir quelles sont les priorités. Je pense que des hommes d'État de la taille de ceux qui gouvernent les pays auxquels nous nous référons cet après-midi devraient effectivement fixer leurs priorités. Et leur priorité, c'est d'abord la bonne entente et la recherche de solutions dans tous les foyers de crise qui peuvent exister. Ils ne vont pas tout réussir, mais encore faut-il, j'y insiste, la volonté. Le deuxième impératif, c'est d'enclencher le mouvement vers le changement. Alors, je n'ai pas de solution très originale à proposer, mais pourquoi pas un nouveau reset auquel il a été fait allusion tout à l'heure. Pourquoi pas une conférence soigneusement préparée entre les États-Unis, la Russie et l'Union européenne. Je dis soigneusement préparée exprès, parce que ne nous y trompons pas, les choses ne sont pas simples. Et je citerai quelques exemples, les difficultés qui sont à surmonter. D'abord, la tension est vive aux frontières de la Russie. De part et d'autre, des renforts ont été mis en place, déployés. Ce sont des facteurs de danger considérables. Mais on peut en parler techniquement. Par ailleurs, la Russie, c'est un fait, a le souci d'avoir une zone d'influence dans son voisinage, comme tous les grands pays.
souhaite avoir une zone d'influence. Une zone d'influence, c'est le terme qui est habituellement utilisé par les commentateurs. On pourrait dire aussi, c'est une autre façon de présenter les choses, mais c'est en même temps l'ouverture d'une discussion que je fais là, une zone dont elle n'a rien à craindre. Un premier principe qui est absolu, c'est celui de la souveraineté ou de l'indépendance des États. Mais n'y a-t-il pas des relations de voisinage qui peuvent être définies dans le respect de ces principes? Plus difficile la question de la Crimée, plus difficile, plus brûlante, je veux dire, et de l'Ukraine, se trouve toujours posée. Ce sont des questions qui doivent être réglées. Mais je distingue les deux, car elles ne se posent pas, selon moi, dans les mêmes termes. Autant, je le dis très clairement, la Russie n'a rien à faire en Ukraine, autant, il faut bien le dire, la Crimée, avant une décision prise par Nikita Khrouchtchev de redécouper les territoires à l'intérieur de l'Union soviétique il y a une trentaine d'années, eh bien, jusqu'à cette décision, la Crimée était russe et elle l'était depuis 400 ans. Et en Crimée, on parle le russe. Mais c'est une autre difficulté, celui des influences. Donc, les États-Unis, notamment les services de renseignement américains, accusent fortement la Russie de vouloir influencer l'opinion publique des États-Unis. Bon, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe, et beaucoup de pays ont des moyens d'influencer, cherchent à influencer les opinions des autres. Il n'empêche que c'est une question qui, elle aussi, se pose et doit être débattue. Et puis enfin, dans le monde arabe, dont on a parlé, les alliances des uns et des autres sont différentes et les intérêts, souvent, divergent des intérêts de tous autres. Tous ces sujets, bien entendu, sont extrêmement compliqués. Mais je le répète, à mon sens, le devoir des chefs d'État et de gouvernement, ce n'est pas de laisser de côté les problèmes compliqués. Au contraire, leur devoir, c'est de traiter par priorité les problèmes qui sont compliqués et de mettre d'autant plus d'énergie à les traiter qu'ils sont difficiles à résoudre. Leur devoir, ce n'est pas de laisser les tensions prospérer, leur devoir, c'est au contraire de les réduire. Et très franchement, je forme le vœu qu'un homme d'État se lève pour dire, l'expression a été utilisée tout à l'heure, asseyons-nous autour de la table et parlons de ce qu'il y a qui ne va pas. Car il n'y a rien de plus important, excusez-moi de le répéter, que de bâtir la paix et de remettre en marche les mécanismes du développement. Et puis, troisième impératif, c'est que l'Union européenne se dote enfin de politiques claires, unies et raisonnables. Ce n'est pas simple, évidemment. Et j'ai connu ces réunions des conseils européens où vous aviez, le Royaume-Uni en faisait encore complètement partie, 28 délégations autour de la table, c'est-à-dire 100 personnes ou 120 personnes autour de la table, dans des conditions de dialogue qui étaient telles qu'il fallait un écran de télévision pour pouvoir distinguer le visage de la personne qui était en face de vous. C'est complètement ubuesque, c'est extrêmement difficile. Mais quand je parle de politique claire et raisonnable, je dis, comme je le pense, j'ai toujours dit, que cela a été complètement irresponsable de la part de l'Union européenne de laisser croire aux Ukrainiens qu'ils seraient les bienvenus en Europe. Pourtant, la proposition a été faite et elle a clairement été un facteur déclenchant de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Or, chacun sait bien qu'avec cette difficulté de fonctionnement que je rappelais par une image il y a un instant, en fait, personne en Europe ne veut la présence de l'Ukraine en ses rangs. Personne ne l'envisage sérieusement. De la même façon, cela n'a pas été raisonnable d'encourager l'entrée de centaines de milliers de migrants en Europe, alors même que nous négligions de traiter le problème des migrations à la racine, c'est-à-dire dans les pays qui sont émetteurs de migration. En revanche, il nous faut rassurer, c'est clair, nos amis des pays de l'Est de l'Europe et de l'Europe du Nord, en appuyant les processus de détente, et puis aussi en leur apportant des garanties, au travers de l'OTAN ou à travers de mécanismes propres à l'Union européenne, qui sont encore à inventer. Et en ce qui
concerne l'immigration, eh bien, il faut la fixer au sud de la Méditerranée. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions que je voulais vous soumettre sur les perspectives de rapprochement. Je pense qu'au lieu de le redouter, le monde entier, et notamment l'Europe, devrait y aspirer et y travailler. Il nous reste à espérer, bien sûr, que la lucidité et le courage de nos dirigeants nous permettent d'aller dans cette direction.